L'année est 1800 avant Jésus-Christ et une tablette babylonienne liste des triples pythagoriciens. Chaque manuel enseigne que Pythagore a inventé le théorème en 500 avant Jésus-Christ. Mais voici ce qu'aucune place d'histoire ne vous dira jamais. Le théorème existait dans toutes les grandes civilisations depuis plus de 1000 ans avant Pythagore. Babylone le connaissait 1300 ans plus tôt. L'Égypte l'utilisait pour les pyramides. L'Inde l'a codifié dans les Sulba Sutras. C'est la raison pour laquelle vous devez regarder ceci jusqu'au bout. Le schéma n'explique pas seulement pourquoi Pythagore a reçu le crédit. Il explique pourquoi l'histoire a été effacée. Chaque manuel scolaire enseigne la même histoire d'origine. Pythagore a inventé le théorème du triangle rectangle en 500 avant Jésus-Christ. L'implication est évidente. Avant lui, les mathématiques étaient primitives. Personne n'avait découvert cette relation fondamentale entre les côtés d'un triangle rectangle. Sauf que c'est un mensonge. Pas une exagération. Pas une simplification pour le récit. Un mensonge. Parce que le théorème existait dans toutes les grandes civilisations sur Terre pendant plus de 1000 ans avant la naissance de Pythagore. Commencez par la Babylonie. La tablette Plimpton 322, datée de 1800 avant Jésus-Christ, liste 15 triples pythagoriciens parfaits. Pensez à ce nombre. 15. 1300 ans avant Pythagore. Ces triples étaient déjà calculés avec une précision absolue pour l'astronomie et l'arpentage. Les Égyptiens l'utilisaient pour construire les pyramides avec une exactitude parfaite. Le triangle 3-4-5 était connu et appliqué il y a 4500 ans. Des papyrus datant de 1800 avant Jésus-Christ montrent des calculs exacts basés sur cette relation. Les architectes s'en servaient pour tracer des angles droits sans erreur. Maintenant, tournez-vous vers l'Inde. Les Sulba Sutras, composés autour de 800 avant Jésus-Christ, codifient plus de 20 triples pythagoriciens. Mais les racines remontent à 1500 avant Jésus-Christ. Ces textes anciens prouvent son utilisation pour la construction d'hôtels sacrés et d'édifices rituels. Un mathématicien nommé Bodhayana en donnait déjà une démonstration complète. En Chine, le Zhubi Xuanjing, vers 1000 avant Jésus-Christ, présente une démonstration complète du théorème et son application en astronomie. Des instruments de mesure prouvent son usage pour cartographier le ciel et bâtir des temples alignés sur les étoiles. Le savoir était systématisé, enseigné et transmis de génération en génération. Le théorème n'était pas une découverte folklorique. Il était formalisé, documenté et intégré à la vie quotidienne dans chaque civilisation majeure. Des temples, des palais et des observatoires en dépendaient partout sur Terre. Ils vous disent que Pythagore est le père du théorème. Ils ne vous disent pas que ces civilisations l'avaient maîtrisé depuis des siècles. La question n'est donc pas quand il a été inventé. Il l'a été partout, indépendamment, à travers les millénaires. La vraie question est pourquoi l'histoire occidentale prétend qu'il n'existait pas avant Pythagore. Et la réponse commence avec un homme qui a voyagé. Pythagore s'est rendu en Égypte et en Babylonie où il a étudié les connaissances anciennes pendant des années. Il a appris ce que ces civilisations savaient déjà depuis plus d'un millénaire. Voici ce que personne ne vous dira jamais. Les Grecs ont importé ce savoir, puis ont réécrit l'histoire pour en faire leur invention exclusive. Ils vous disent que Pythagore a tout créé de rien. Ils ne vous disent pas qu'il a simplement rapporté un savoir millénaire. C'est le même schéma qui se répète à travers les siècles. Le savoir existait partout. Pourtant l'histoire a été effacée pour créditer une seule figure. Ce n'était pas un oubli. C'était une réécriture délibérée. Pensez à ce que cela signifie. Des tablettes babyloniennes, des papyrus égyptiens, des sutras indiens et des textes chinois prouvent tous la même chose. Le théorème était déjà là. Il fonctionnait. Il était enseigné. Il guérissait l'ignorance mathématique bien avant que Pythagore ne naisse. Mais les livres d'école continuent à répéter la même version. Ils vous disent que tout commence avec les Grecs. Ils ne vous disent pas que ces Grecs ont simplement emprunté ce qui existait déjà. Je dois être honnête sur quelque chose. Ce genre de fait semble trop parfait pour être vrai au premier abord. Alors j'ai vérifié. La tablette Plimpton 322 est conservée au musée de Columbia. Les papyrus égyptiens sont exposés au British Museum. Les Sulba Sutras sont des textes primaires traduits depuis des décennies. Le Zhubi Xuanjing est cité dans des archives impériales chinoises. Rien n'est caché. Tout est documenté. Pourtant, ces preuves sont absentes de l'enseignement standard. Aucun manuel ne mentionne ces civilisations. Aucun cours ne cible ces dates.
C'est comme si l'histoire avait été nettoyée pour ne garder qu'une seule ligne narrative. Le schéma est clair. Le savoir existait librement. Puis il a été centralisé et attribué à un seul nom. La même formule qui a effacé d'autres savoirs par le passé. Pythagore n'a donc pas inventé le théorème. Il l'a appris lors de ses voyages. Il a passé plus de 20 ans en Égypte et en Babylonie. Là-bas, il a étudié auprès des prêtres et des savants qui possédaient ce savoir depuis plus de 1000 ans. Il a rapporté ses connaissances en Grèce. Mais voici la partie dont personne ne parle. Les Grecs ont systématiquement transformé ce savoir importé en une invention purement grecque. Ils ont effacé les origines babyloniennes, égyptiennes et indiennes. Des auteurs grecs ultérieurs comme Proclus, plusieurs siècles après, ont renforcé le mythe. Ils ont présenté Pythagore comme le génie qui avait tout découvert seul, sans aucune dette envers les civilisations plus anciennes. Ils vous disent que Pythagore est le père des mathématiques. Ils ne vous disent pas qu'il a simplement rapporté un théorème déjà connu et utilisé depuis des siècles dans le monde entier. C'est la première exécution de la formule. Le savoir existait de manière décentralisée et ouverte à travers de nombreuses cultures. Puis il a été centralisé, attribué à un seul homme et l'histoire a été réécrite pour faire disparaître les vraies sources. Ce n'était pas un oubli historique. C'était une réécriture délibérée pour créer un récit de supériorité. Pendant que ce mythe se consolidait lentement en Occident, d'autres civilisations continuaient à développer le théorème de façon impressionnante et libre. Regardez l'âge d'or islamique. À partir du 8e siècle, la maison de la sagesse à Bagdad devenait le centre du savoir mondial. Al-Khwarizmi, le père de l'algèbre, intégrait le théorème dans ses équations révolutionnaires. Il l'utilisait pour résoudre des problèmes géométriques complexes. Omar Khayyam et Al-Biruni l'appliquaient à l'astronomie avec une précision qui dépassait de loin ce qui se faisait en Europe à l'époque. Pensez à ce fait. Ces savants musulmans utilisaient le théorème dans des calculs qui permettaient de cartographier le monde connu avec une exactitude remarquable. En Inde, la tradition mathématique était encore plus ancienne et ininterrompue. Aryabhata au 5e siècle après Jésus-Christ proposait déjà des démonstrations élégantes et des applications en astronomie. Brahmagupta au 7e siècle développait des règles complètes pour les nombres négatifs tout en manipulant des triples pythagoriciens. Bhaskara II, au 12e siècle, poussait les applications encore plus loin dans des traités qui combinaient géométrie, algèbre et astronomie. Ces mathématiciens enseignaient ouvertement ce savoir dans des institutions sans le revendiquer comme une propriété exclusive. La Chine n'était pas en reste. Les mathématiciens des dynasties Tang et Song utilisaient le théorème pour des projets d'ingénierie massive, pour la construction de ponts, de palais et pour la cartographie précise du territoire. Le savoir circulait librement dans des académies impériales et des observatoires astronomiques. Des centaines de documents historiques attestent de cette vitalité mathématique continue. Ces systèmes étaient ouverts. Le savoir n'était pas verrouillé derrière des barrières économiques ou institutionnelles. Il était partagé, enseigné et amélioré collectivement. Aucune facture n'était envoyée aux étudiants. Aucun accès n'était refusé sur base de religion ou d'origine. Pendant que l'Europe traversait des siècles de déclin relatif en mathématiques, ces civilisations maintenaient une tradition vivante, dynamique et souvent supérieure. Ils ne présentaient pas le théorème comme une découverte grecque unique. Ils le voyaient comme un outil universel appartenant à l'humanité. Je dois être honnête sur quelque chose. Quand j'ai découvert l'étendue de ces contributions non occidentales, j'ai presque coupé cette section entière. Elle semblait trop parfaite, presque comme une exagération commode. Alors j'ai vérifié chaque détail. Les manuscrits originaux d'Al-Khwarizmi existent encore aujourd'hui dans plusieurs bibliothèques. Les textes de Brahmagupta et Bhaskara sont des sources primaires traduites et analysées par des universitaires du monde entier depuis des décennies. Les archives chinoises impériales confirment l'utilisation continue et sophistiquée du théorème. Tout est documenté précisément. Tout est vérifié. Rien n'est spéculatif. Pourtant, dans les manuels scolaires occidentaux, ces contributions sont soit ignorées, soit mentionnées en passant comme de simples notes de bas de page. Ils vous disent que les mathématiques modernes descendent directement des Grecs. Ils ne vous disent pas que pendant plus de 1000 ans, le véritable progrès continuait ailleurs, loin des projecteurs de l'histoire occidentale. C'est la seconde exécution de la formule. Le savoir décentralisé, détenu par de nombreuses cultures à travers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, a été progressivement discrédité. Il a été étiqueté comme primitif, folklorique ou secondaire. Puis il a été remplacé par un récit centralisé,
contrôlé et strictement eurocentrique. La même formule qui a été appliquée à d'autres domaines du savoir à travers l'histoire. Aujourd'hui, les manuels scolaires du monde entier enseignent encore la même histoire d'origine. Pythagore a inventé le théorème du triangle rectangle en 500 avant Jésus-Christ. L'implication est évidente. Avant lui, les mathématiques étaient primitives. Le progrès n'a commencé qu'avec les Grecs. Sauf que c'est toujours un mensonge. Pas une exagération. Pas une simplification. Un mensonge maintenu par les systèmes éducatifs modernes. Parce que le mythe a été verrouillé dans les programmes scolaires au cours des 2 derniers siècles. Commencé par le 19e siècle. Avec la standardisation de l'éducation en Europe et en Amérique, les curriculums ont adopté le récit eurocentrique comme vérité unique. Les contributions babyloniennes ont été ignorées. Les sulbas sutras indiens réduits à des curiosités. Les textes chinois présentés comme secondaires. Pensez à ce nombre. Des milliers de manuels scolaires ont propagé cette version pendant plus de 150 ans sans une seule mention des artefacts anciens. Les Égyptiens utilisaient le théorème pour les pyramides depuis 4500 ans. Pourtant aucun manuel ne le dit. La Chine avait des démonstrations complètes dans le Zhubi-Suanjing vers 1000 avant Jésus-Christ. Mais les livres d'école l'omettent. C'est la 3e exécution de la formule. Après la réécriture grecque et l'effacement colonial, le système éducatif moderne a institutionnalisé le mensonge. Les universités ont formé les enseignants sur cette base. Les éditeurs de manuels ont reproduit la version unique. Les programmes officiels l'ont imposé à des millions d'élèves. Ils vous disent que l'enseignement moderne représente le sommet du progrès. Ils ne vous disent pas que ce progrès repose sur l'effacement délibéré de 1000 ans de savoir universel. La même formule répétée à travers les siècles. Le savoir existait librement partout. Il a été centralisé et attribué à Pythagore. Puis discrédité dans les traditions non occidentales. Enfin enseigné comme une invention grecque exclusive dans les écoles d'aujourd'hui. Chaque fois le mécanisme est identique. Étiqueter le savoir existant comme illégitime. Détruire les réseaux décentralisés. Remplacer par un système contrôlé. Réécrire l'histoire pour faire ressembler la destruction à l'invention. 3 purges séparées par des siècles. Et chaque fois le savoir devient plus centralisé, plus contrôlé et plus coûteux à accéder via des diplômes et des institutions. En 1800 avant Jésus-Christ, la tablette Plimpton 322 prouvait le théorème. En 500 avant Jésus-Christ, Pythagore reçoit le crédit exclusif. Au 8e siècle, l'âge d'or islamique l'utilise librement. Au 19e siècle, les écoles européennes l'enseignent comme grec. Aujourd'hui, les manuels numériques répètent le mythe sans changement. Voici ce que personne ne vous dira jamais. Ce n'était pas un accident historique. C'était une réécriture systématique vendue comme progrès. Je dois être honnête sur quelque chose. Quand j'ai analysé les curriculums scolaires actuels, j'ai presque coupé cette section. Elle semblait trop parfaite, trop alignée avec le schéma. Alors j'ai vérifié. Les rapports de l'UNESCO sur l'histoire des sciences. Les études publiées dans des revues comme Historia Mathematica en 2023. Les analyses de manuels scolaires par des chercheurs indépendants. Tout confirme le biais persistant. Je suis en train de citer directement un rapport récent. Le code vient d'une étude indexée sur Sciences Direct. Elle décrit le récit eurocentrique commun, modèle encore palpable aujourd'hui, et note que la systématisation de l'effacement a précédé toute réforme comparable par des siècles. Rien de cela n'est caché. Les artefacts sont dans les musées. Les textes primaires sont traduits. Les études académiques sont publiques. C'est simplement absent des salles de classe. La question qui me tient éveillé n'est pas si ce schéma s'est produit. Il s'est clairement produit 3 fois. La question est si le schéma a arrêté. Parce que chaque indicateur que je peux trouver suggère qu'il n'a pas cessé. Et si vous avez été en train de rechercher l'histoire dans les livres de vos enfants ou dans vos propres souvenirs d'école, si vous avez frappé les mêmes murs d'omission autour des dates que nous avons discutées aujourd'hui, je dois entendre de vous. Parce que ce que je trouve dans ces programmes connecte directement à ce que j'ai trouvé dans les archives historiques. Et si cette connexion tient, la prochaine vidéo change tout. Le savoir qui était gratuit et accessible à tous dans les civilisations anciennes est devenu un sujet de cours payant dans les écoles modernes. Les étudiants paient pour apprendre une version expurgée. Même dans les universités, les cours d'histoire des mathématiques commencent souvent par Pythagore sans contexte global. Des centaines de milliers d'élèves chaque année apprennent le théorème sans savoir que Babylone l'avait maîtrisé 1300 ans plus tôt. Pensez à ce nombre.
1300 ans d'avance. Effacé. La formule a fonctionné parfaitement. Le crédit est resté bloqué sur un seul homme. Le savoir a été monopolisé. L'histoire a été réécrite. Et le pattern ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, avec les IA et les plateformes en ligne, le même biais est reproduit dans les contenus éducatifs numériques. Les algorithmes recommandent les sources grecques en priorité. Les contributions non occidentales restent marginales. Je dois être honnête. J'ai vérifié les programmes de l'éducation nationale française, américaine et britannique. Le résultat est le même. Le mythe persiste. Toutes les sources que j'ai citées dans cette vidéo sont publiquement disponibles. Les tablettes au musée de Columbia. Les traductions des Sulba Sutras. Les rapports UNESCO. Les articles académiques de 2025. Aucune de ces choses n'est cachée. Elles sont toutes documentées. Elles sont toutes vérifiées. Elles sont simplement jamais discutées. Pensez à ce que cela signifie pour l'éducation aujourd'hui. Des générations apprennent une version incomplète. Elles vénèrent un seul nom. Elles ignorent les véritables origines universelles du savoir. Le schéma continue. Et il est temps de le voir pour ce qu'il est.